Mes parents ont dépensé l'argent de mes études pour la cure de désintoxication de mon frère. C'était la 5e fois qu'il y allait. D'ailleurs, je l'ai découvert quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation et que j'ai posé des questions sur le fond. Maman a pleuré et a dit, « Ton frère en avait plus besoin. » J'avais 18 ans. J'avais économisé 47 000 € depuis ma naissance. Tout était parti. Juste parti. Je n'ai même pas discuté. Je suis juste partie et j'ai trouvé une solution. J'ai travaillé pendant mes études au collège communautaire. J'ai été transférée. J'ai obtenu mon diplôme avec 60 000 € de dette. Mais je l'ai fait. Mon frère a rechuté un mois après cette cure de désintoxication. Salut Reddit, accrochez-vous car ça va faire mal. Attention, ce n'est pas l'une de ces histoires réconfortantes de réconciliation familiale où tout le monde se fait des câlins à la fin. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsque vos parents choisissent les pires moments de votre frère plutôt que votre avenir, à plusieurs reprises, et qu'ils ont ensuite l'audace de revenir en demander plus. J'ai 30 ans maintenant, j'ai une maison, une femme, une carrière, le package complet du rêve de banlieue. Mais il y a 12 ans, j'étais un gamin de 18 ans tenant une lettre d'acceptation pour l'école de mes rêves, sans me douter que tout mon avenir avait déjà été hypothéqué pour financer le 5e voyage de mon frère en cure de désintoxication. Oui, la 5e fois. Laissez cela s'imprégner un instant. Mon frère, Dylan, a toujours été le projet de la famille. Je ne dis pas ça pour être méchant. Ce ne sont que des faits. En grandissant, c'était l'enfant qui avait besoin d'attention supplémentaire, de chance supplémentaire, de tout supplémentaire. J'étais celui qui demandait peu d'entretien. L'enfant qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui demande, qui était là où il devait être, qui ne faisait pas de vagues. Le classique enfant du milieu qui apprend très vite que voler sous le radar signifie moins de drame. Dylan avait 3 ans de plus que moi. Quand j'étais à l'école primaire, il était déjà suspendu pour des bêtises. Rien de violent, juste le genre de bêtises d'adolescents rebelles, sécher les cours, répondre aux professeurs, ce genre de choses. Mes parents le traitaient comme une phase. Il s'exprime juste, disait maman, il va s'en sortir. Spoiler, il ne s'en est pas sorti. Je me souviens d'avoir eu 8 ans, assise au bureau du directeur, attendant que maman vienne me chercher après avoir remporté un prix de lecture. J'y suis restée 2 heures parce qu'elle avait oublié. Elle était à l'école de Dylan, s'occupant de ce qu'il avait fait cette semaine-là. Quand elle est finalement arrivée, elle pleurait. Elle n'a même pas remarqué le certificat dans ma main. Elle m'a juste attrapée et a dit, « Nous devons y aller. » C'est devenu le modèle. Mes affaires étaient toujours mises de côté pour les urgences de Dylan. Les pièces de théâtre scolaires, les réunions parents-professeurs, même mes propres fêtes d'anniversaire étaient annulées ou reportées parce que Dylan avait besoin d'attention. J'ai vite appris que si je voulais que quelque chose soit célébré, je ferais mieux de ne pas en faire toute une histoire parce que l'univers s'arrangerait pour que Dylan ait une crise exactement au même moment. En CM1, j'ai été au tableau d'honneur pour la première fois. J'ai ramené le certificat. Si fière. Papa était au téléphone avec le conseiller d'orientation de Dylan. Il n'a même pas levé les yeux. Il m'a juste fait un pouce levé et a continué à parler. Ce certificat est allé dans mon tiroir. Il n'est jamais allé sur le frigo comme les trophées de participation de Dylan. Au collège, je m'étais pratiquement élevée moi-même, je préparais mes propres repas, je faisais ma propre lessive, je forgeais les signatures de mes parents sur les fiches d'autorisation parce que demander à maman ou papa signifiait attendre qu'ils ne soient pas stressés par Dylan, ce qui n'arrivait jamais. Les parents de mes amis commençaient à me conduire partout parce que mes parents s'occupaient généralement des affaires familiales. Au moment où j'ai atteint le collège, Dylan était passé à des bêtises plus grandes et meilleures. Il s'est fait prendre avec des substances à l'école. Je reste vague parce qu'apparemment, nous ne pouvons pas nommer certaines choses. Mais disons simplement que ce n'était pas exactement légal et certainement pas prescrit. Première cure de désintoxication à 16 ans. Je m'en souviens clairement parce que ça s'est passé juste avant mon 13e anniversaire. Ma fête d'anniversaire a été annulée parce que maman et papa s'occupaient d'une urgence familiale. Dylan est allé à un programme de 30 jours à quelques heures de là. Il est revenu, a semblé bien pendant peut-être 2 mois, puis a recommencé.
Deuxième cure de désintoxication à 17 ans, 30 jours encore. Cette fois, ça a chevauché ma remise de diplôme de fin de collège. Maman et papa ne sont pas venus. Ils étaient à la semaine familiale à l'établissement. Je suis resté assis dans cet auditorium, regardant les parents des autres enfants prendre des photos et applaudir, et je suis juste resté assis là. Ma grand-mère est venue, Dieu la bénisse, mais ce n'était pas la même chose. Je n'essaie pas de me peindre comme une figure tragique ici. Beaucoup d'enfants ont pire. Mais voilà le truc quand on est le bon enfant dans une famille avec un enfant à problème. On devient invisible. Non pas parce que vos parents ne vous aiment pas, mais parce que la roue qui grince est celle qui est graissée et Dylan grinçait assez fort pour réveiller les morts. J'ai appris à gérer mes propres affaires. Besoin de fournitures scolaires? Je me débrouillais. Besoin d'un transport? Je faisais du vélo ou je trouvais le parent d'un ami. Candidatures universitaires? Le conseiller d'orientation m'a aidé avec ça parce que maman et papa étaient généralement trop stressés par ce que Dylan avait fait cette semaine-là. Le fonds d'études a été créé à ma naissance. Mes grands-parents du côté de papa étaient assez riches. Et quand je suis venue au monde, ils ont ouvert ce compte d'éducation, y ont mis une somme décente au début, puis l'ont alimenté à chaque anniversaire et Noël. Quand j'ai eu 5 ans, il y avait soi-disant environ 20 000 euros. Ils ont fait la même chose pour Dylan, et j'ai toujours supposé que cet argent était quelque part, en train de fructifier, en nous attendant. Papy est décédé quand j'avais 10 ans, mamie quand j'avais 15 ans. Aux funérailles, elle m'a pris à part. Elle était assez malade à ce moment-là. Elle savait qu'il ne lui restait pas longtemps. Et elle m'a dit, cet argent est pour tes études. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu vas faire de grandes choses. Je me souviens d'avoir hoché la tête, sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire par « ne laisse personne te dire le contraire ». Comme, pour qui d'autre cet argent serait-il? C'était littéralement sur un compte à mon nom. Ou du moins, c'est ce que je pensais. La dernière année de lycée est arrivée. J'avais travaillé d'arrache-pied. 3,7 de moyenne, de bons scores au bac, rien qui ne me ferait entrer à la Sorbonne, mais assez solide pour une bonne université d'État. J'ai postulé à 6 universités, j'ai été accepté dans 4. Mon premier choix était l'université phare de l'État à environ 3 heures de chez moi. Bon programme d'ingénierie, frais de scolarité raisonnables, et avec le fonds d'études, ce serait totalement gérable. Cette lettre d'acceptation est arrivée en mars. Grosse enveloppe, tous les documents de bienvenue, les dates d'orientation, tout. J'étais plus qu'excitée. J'ai couru en bas, l'agitant comme si j'avais gagné à la loterie. Maman était dans la cuisine. Papa lisait le journal. J'ai été acceptée, j'ai pratiquement crié. Acceptation complète au programme d'ingénierie. Le visage de maman a fait une chose bizarre, comme si elle était heureuse et terrifiée en même temps. Papa a posé le journal lentement. C'est super, fiston. Vraiment super. Sa voix ne correspondait pas à ses mots. Il avait l'air de quelqu'un à qui on venait d'annoncer la mort de son chien. Alors, on peut utiliser le fonds d'études, n'est-ce pas? J'ai regardé les chiffres et avec ce que mamie et papy ont mis de côté, plus peut-être un petit prêt pour le logement, je devrais être totalement couvert. C'est là que le silence s'est installé. Vous connaissez ce silence? Celui qui vous fait tomber l'estomac avant que votre cerveau ne comprenne ce qui se passe. Maman a commencé à pleurer, juste des larmes, sans avertissement. Papa s'est levé, a passé sa main dans ses cheveux, ce qu'il fait quand il est stressé, et s'est dirigé vers le comptoir. Il est resté là, le dos tourné, pendant ce qui m'a semblé une heure mais qui était probablement 30 secondes. Nous devons parler du fond, a-t-il finalement dit. Ma première pensée, étrangement, a été que le marché s'était effondré ou quelque chose comme ça, comme si l'argent avait perdu de la valeur. Je ne pensais pas qu'il était parti. Cela ne m'est même pas venu à l'esprit. Il y a eu des dépenses familiales au fil des ans, a poursuivi papa. Il ne me regardait toujours pas, des frais médicaux, des coûts de traitement, des choses que l'assurance ne couvrait pas entièrement. D'accord, dis-je lentement. Alors, combien reste-t-il? Plus de silence. Papa, combien reste-t-il? Il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux et a dit,
Rien. Il est parti. J'ai ri. J'ai légitimement ri parce que ça ne pouvait pas être vrai. 47 000 euros. C'était ma dernière estimation basée sur les relevés que ma grand-mère m'avait montrés il y a des années. 47 000 euros ne disparaissent pas comme ça. Parti où ? Demandai-je. Ne comprenant toujours pas, maman essuya ses yeux. Ton frère avait besoin d'aide. Une vraie aide. Le genre qui coûte. Et c'est là que ça a cliqué. Chaque pièce s'est mise en place comme le pire puzzle du monde. Les programmes de désintoxication, les frais médicaux, les moments où le fonds d'urgence familial se vidait au fil des ans. Ils avaient dépensé mon fonds d'études pour la cure de Dylan. Tout. Plusieurs fois apparemment, puisque 47 000 euros ne couvrent pas 5 programmes de traitement distincts. Vous avez dépensé l'argent de mes études pour la cure de Dylan ? Je l'ai dit à voix haute juste pour entendre comment ça sonnait. J'avais besoin de confirmer que c'était bien en train de se produire. Il en avait plus besoin que toi, a dit maman. Et je jure que c'est une citation directe. Pas, nous n'avions pas le choix ou nous sommes désolés ou nous allons trouver une solution. Juste directement, il en avait plus besoin que toi. Je suis restée là, tenant ma lettre d'acceptation. Ce bout de papier qui était censé être le début de tout, et je ne savais juste pas quoi dire. Que dites-vous à ça ? Nous allons t'aider à trouver une solution. Papa est intervenu rapidement. Collège communautaire pendant 2 ans, puis transfert. Tu es intelligent. Tu y arriveras. Dylan ne pouvait pas y arriver sans aide. Toi, tu peux. Voilà. La logique de l'enfant chéri mise à nu. Dylan a besoin d'aide parce qu'il ne peut pas gérer la vie. Toi, tu n'as pas besoin d'aide parce que tu peux gérer la vie. Félicitations pour être fonctionnel. Voici ton prix. Rien. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas jeté la lettre d'acceptation à la figure, même si chaque muscle de mon corps le voulait. J'ai juste hoché la tête. D'accord. D'accord. Maman semblait presque pleine d'espoir. Oui, d'accord, je vais m'en sortir. Je suis remontée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur mon lit et j'ai commencé à calculer. Frais de scolarité du collège communautaire, gérable avec un travail à temps partiel, 2 ans de vie à la maison, gratuit mais qui broie l'âme. Transfert à l'université d'État pour les années 3 et 4. Il faudrait des prêts, des livres, des fournitures, des transports, plus de prêts, des frais de subsistance une fois transférés, encore plus de prêts. Je m'attendais à obtenir mon diplôme avec probablement 50 à 60 000 euros de dette pour un diplôme qui m'aurait coûté peut-être 10 000 euros de ma poche si j'avais eu le fonds qui m'avait littéralement été créé à mon nom par des grands-parents qui voulaient que j'aie une meilleure chance qu'eux. Ce soir-là, au dîner, parce qu'il fallait faire comme si tout était normal, Dylan est arrivé. Il vivait avec des amis de l'autre côté de la ville, soi-disant en restant sobre. Il avait l'air bien, en fait, en bonne santé, heureux. Maman a préparé son plat préféré. Papa lui a posé des questions sur sa recherche d'emploi. Tout le monde agissait comme si nous étions une famille fonctionnelle ayant un dîner normal du mardi. Pendant ce temps, j'étais assis là, calculant mentalement les taux d'intérêt des prêts étudiants. Comment ça se passe, l'université ? M'a demandé Dylan, décontracté, comme s'il en avait quelque chose à faire de mes affaires universitaires. Bien, ai-je dit. J'ai été accepté dans mon premier choix. C'est génial, mec. Maman et papa doivent être ravis. J'ai regardé maman, puis papa. Tous deux se sont soudainement intéressés à leurs assiettes. Oui, ai-je dit, vraiment ravi. Dylan ne savait pas. Il ne lui avait pas dit qu'ils avaient dépensé mon argent, probablement parce qu'il était sous l'emprise de drogue pendant la plupart de ses décisions, et qu'il ne voulait pas qu'il se sente coupable. On ne peut pas accabler le précieux enfant à problème de conséquences. J'ai déménagé 2 semaines après l'obtention de mon diplôme. Je n'ai pas fait d'adieu dramatique. J'ai juste trouvé discrètement une chambre à louer près du collège communautaire, j'ai fait mes valises et je suis partie. Maman a pleuré. Papa a semblé soulagé. Honnêtement, une personne de moins pour se sentir coupable. Le collège communautaire était bien. Pas génial, juste bien. Les professeurs étaient inégaux.
Les installations étaient vétustes et l'ambiance générale était juste déprimante. Tout le monde là-bas avait une histoire. Des mères célibataires obtenant des diplômes tout en travaillant 2 emplois. Des personnes âgées retournant à l'école après des licenciements. Des enfants comme moi qui ne pouvaient pas se permettre le vrai truc. Nous essayions tous d'aller mieux. Le bâtiment sentait le nettoyant industriel et les rêves brisés. Des lumières fluorescentes qui bourdonnaient constamment. Des bureaux avec des graffitis gravés par des étudiants qui avaient abandonné à mi-chemin. Des professeurs qui étaient soit des gens extraordinaires essayant sincèrement d'aider, soit des gens aigris qui ne pouvaient pas trouver de travail dans de vraies universités. Pas d'entre-deux. Je travaillais 30 heures par semaine dans un entrepôt à charger des camions. Le quart de nuit payait 2 € de l'heure en plus. J'allais en cours le jour, dormais quelques heures l'après-midi, puis travaillais de 22 heures à 4 heures du matin. Et on recommence. Ma vie sociale consistait à hocher la tête aux mêmes personnes dans la salle de repos. Le travail à l'entrepôt était brutal. Déplacer des cartons pesant entre 10 et 40 kg, scanner des étiquettes, les charger dans des camions selon des ordres spécifiques. En été, l'entrepôt atteignait facilement 35 degrés Celsius. En hiver, il était à peine chauffé. Mon dos me faisait constamment mal. Mes mains étaient couvertes de coupures et d'ecchymoses à cause des bords tranchants des cartons et de l'équipement. Je rentrais à 4h30 du matin, prenais une douche, dormais jusqu'à midi, puis me traînais au cours de l'après-midi. Je n'ai eu qu'un seul ami au collège communautaire. Un gars nommé Steve, qui travaillait aussi à plein temps, et qui était aussi fauché. Nous étudions ensemble à la bibliothèque entre les quarts de travail. Il faisait des études d'infirmier. Je faisais les prérequis en ingénierie. Parfois, nous restions juste assis en silence. Trop fatigués pour vraiment étudier, juste pour nous tenir compagnie afin de ne pas nous endormir et de ne pas manquer les cours. Steve a abandonné après 1 an. Sa mère est tombée malade. Il a dû travailler à plein temps pour aider à payer les frais médicaux. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il travaillait toujours dans des entrepôts. Il n'a jamais obtenu son diplôme. Cela aurait pu être moi. Si facilement, cela aurait pu être moi. J'ai été transféré après 2 ans. J'ai été accepté dans la même université où j'avais été accepté à l'origine. À ce moment-là, j'avais économisé assez pour couvrir un semestre de logement. Le reste est allé en prêts fédéraux, prêts privés, tout ce pourquoi je pouvais être approuvé. J'ai signé mon nom tellement de fois sur des documents de prêt que ma signature est devenue un gribouillis illisible. La 3e année a été brutale. Les études d'ingénierie ne sont pas exactement faciles quand vous fonctionnez avec 5 heures de sommeil et des nouilles instantanées. Je me suis fait des amis, mais ils vivaient tous l'expérience universitaire normale. Des fêtes le week-end, des programmes d'études à l'étranger, des voyages de printemps. Je travaillais à la sécurité du campus le week-end et passais les vacances à faire des heures supplémentaires dans un entrepôt chez moi. Je ne rentrais jamais à la maison pour les vacances. Je ne pouvais pas supporter de voir maman et papa faire semblant que tout allait bien pendant que Dylan enchaînait les petits boulots et les petites amies et manquait de peu de remettre sa vie sur les rails. Ils appelaient parfois. Tu devrais venir nous voir. Non, ça va. Dernière année, j'ai fait un stage dans une entreprise de fabrication. Stage rémunéré. C'était crucial. 12 € de l'heure. Et ils m'ont assez apprécié pour me proposer un poste à temps plein après l'obtention de mon diplôme. Pas un travail d'ingénieur d'entrée de gamme glamour, mais c'était un vrai travail avec des avantages sociaux et un salaire. J'ai obtenu mon diplôme en mai. En août, je travaillais à temps plein. Le salaire de départ était de 48 000 €. Pas incroyable, mais après des années de difficultés, cela m'a semblé comme gagner à la loterie. J'avais mon propre appartement, je pouvais acheter des produits d'épicerie sans vérifier mon compte bancaire, et j'avais même une assurance maladie. Le remboursement du prêt étudiant a commencé 6 mois plus tard, 540 € par mois pendant 10 ans. Cela représente un total de 65 000 €, une fois les intérêts pris en compte. 65 000 €. Parce que mes parents ont décidé que la 5e tentative de leur fils aîné de se désintoxiquer était plus importante que mon éducation. Je payais tous les mois à temps, je n'en ai jamais manqué un, je faisais des paiements supplémentaires quand je pouvais.
C'est devenu une habitude. Chaque mois, je transférais l'argent et je pensais que c'était de l'argent qui ne devrait pas exister. Cette dette était complètement évitable. Mais bon, c'était comme ça. Les années ont passé. J'ai été promue. J'ai rencontré une fille nommée Sarah au mariage d'un ami. L'un des rares amis de l'université avec qui j'étais restée en contact. Elle était chef de projet dans une entreprise de construction. Intelligente, drôle, elle avait sa vie en main. Nous avons eu un coup de foudre immédiat. Au deuxième rendez-vous, elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai fait un résumé. Nous ne sommes pas proches. Ils ont fait des choix avec lesquels je n'étais pas d'accord. Nous ne nous parlons pas vraiment. Elle n'a pas insisté. C'est ce que j'aimais chez elle. Elle comprenait que certaines familles sont simplement brisées d'une manière qui ne peut être réparée. Et c'est bien. On construit sa propre vie. Nous nous sommes fiancés après 1 an. Mariés 6 mois plus tard. Petit mariage. Sa famille, nos amis, mon oncle Rick, qui avait toujours été sympa avec moi. Maman et papa ont reçu une invitation parce que Sarah pensait que c'était la bonne chose à faire. Ils sont venus, se sont assis au fond, sont partis avant la réception, n'ont pas apporté de cadeaux. Dylan n'était pas invité. J'ai appris par la rumeur qu'il était de nouveau en cure de désintoxication. La 7e ou la 8e à ce moment-là. J'ai perdu le compte. Sarah et moi avons acheté une maison quand j'avais 29 ans. Rien d'extraordinaire, juste un pavillon de 3 chambres dans un quartier décent, mais c'était la nôtre. Nous avions tous les deux économisé de manière agressive, maintenu nos dépenses à un niveau bas, et quand le bon endroit s'est présenté, nous avons sauté sur l'occasion. Le jour de la clôture, je me souviens d'être resté debout dans le salon vide, pensant à la façon dont j'y étais arrivé. Malgré tout, malgré un début de 60 000 € de dette, j'étais arrivé là, j'avais remboursé le dernier prêt étudiant 3 mois avant mon 30e anniversaire, j'avais effectué le paiement final en ligne, cliqué sur Envoyer, et regardé le solde passer à 0. Sarah m'a fait un gâteau. Nous avons célébré comme les gens normaux célèbrent le fait de gagner à la loterie parce que pour moi, c'est ce que ça représentait. La liberté d'une dette qui n'aurait jamais dû exister. 2 semaines plus tard, papa a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Nous nous parlions peut-être 2 fois par an, généralement autour des grandes fêtes, et ces conversations duraient environ 5 minutes de petites discussions gênantes avant que nous ne trouvions tous les deux des excuses pour raccrocher. Mais j'ai répondu, « Salut, fiston. Comment vas-tu ? » Bien. Et toi ? Ça va. Écoute, je dois te parler de quelque chose, à propos de Dylan. Bien sûr. Pourquoi d'autres appelleraient-ils ? Il ne va pas bien. Vraiment pas bien cette fois. Il consomme beaucoup depuis environ 6 mois maintenant. Nous avons tout essayé. Programmes ambulatoires, groupes de soutien. Rien ne fonctionne. Il a besoin d'une vraie aide. D'accord, ai-je dit, parce que dire d'autre ? Il y a un établissement résidentiel à long terme, un programme de premier ordre, 12 mois, un soutien médical et psychologique complet. C'est sa meilleure chance. Ça arrive. Ça coûte 35 000 €. Voilà. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai juste éclaté de rire au téléphone. Ce n'est pas drôle. La voix de papa est devenue plus stridente. Ton frère pourrait mourir. On parle de vie ou de mort ici. Où était cette urgence quand vous avez dépensé l'argent de mes études ? Les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter. Pas de colère, juste des faits. Où était le souci de vie ou de mort quand vous avez pris 47 000 € que mes grands-parents avaient économisés pour mon avenir et que vous les avez jetés aux toilettes pour la cure numéro 5 ? Silence de l'autre côté. C'était différent, a-t-il commencé. Comment ? Comment c'était différent ? J'avais 18 ans avec une lettre d'acceptation, des rêves et un avenir. Et vous l'avez choisi 5 fois. Vous l'avez choisi. Maintenant, il a 33 ans et vous le choisissez toujours et vous voulez que je fasse quoi ? Que je rejoigne le club. Tu t'en es bien sorti. Je m'en suis bien sorti. J'ai dû en rire. Papa, j'ai travaillé de nuit à charger des camions tout en allant à l'école à temps plein.
J'ai obtenu mon diplôme avec 60 000 € de dette. J'ai passé toute ma vingtaine à rembourser des prêts pour une éducation qui aurait dû être en grande partie couverte par de l'argent littéralement économisé pour moi, à mon nom, par mamie et papy qui voulaient que j'aie une chance. Tu sais ce qui s'en est bien sorti? Mon score de crédit. Parce que je n'ai jamais manqué un paiement, même quand j'avais 40 € sur mon compte et une semaine avant le jour de paie. Mais moi, je ne m'en suis pas bien sorti. Je m'en suis sorti malgré vous. Nous avons fait de notre mieux. Votre mieux, c'était de dépenser l'argent de mes études sans même me le dire avant que je ne tienne une lettre d'acceptation. Votre mieux, c'était de manquer ma remise de diplôme du lycée parce que vous étiez à la semaine familiale pour la 2e cure de Dylan. Votre mieux, c'était de dire à un gamin de 18 ans de se débrouiller parce que son frère avait plus besoin de l'argent. C'était votre mieux. Silence encore. Je l'entendais respirer, de lourdes respirations comme s'il essayait de ne pas pleurer ou peut-être de ne pas crier. Difficile de savoir avec papa. Nous te rembourserons, a dit papa, finalement, plus doucement. J'ai ri plus fort. Avec quel argent, papa? La maison que vous avez réhypothéquée pour sa dernière cure? La retraite de maman que vous avez retirée pour celle d'avant? Vos économies qui n'existent plus depuis que j'étais au lycée? Avec quoi exactement allez-vous me rembourser? De bonnes intentions? Parce que ça ne s'achète pas. Nous sommes une famille, a-t-il essayé. La famille s'entraide. La famille investit dans la famille. La famille protège la famille. La famille ne sacrifie pas l'avenir d'un enfant pour la 5e, ou était-ce la 6e, chance d'un autre enfant? J'ai honnêtement perdu le compte. Mais voici ce que je n'ai pas perdu le compte, le nombre de fois où vous m'avez demandé de l'argent. 0. Jusqu'à maintenant. Parce que vous n'avez jamais demandé de mes nouvelles. Jamais demandé si j'allais bien. Jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Vous avez juste supposé que je me débrouillerais. Et je l'ai fait. Mais maintenant que vous avez besoin de quelque chose, tout d'un coup, je suis pertinent. Tout d'un coup, je suis de la famille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est ton frère et j'étais ton fils. J'avais 18 ans, je tenais une lettre d'acceptation et vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez dit qu'il n'y avait rien. Pas nous sommes désolés. Pas nous allons nous en sortir ensemble. Juste, il en avait plus besoin que toi. Alors je me suis débrouillée seule. J'ai travaillé à temps plein pendant le collège communautaire. J'ai été transférée avec 60 000 € de dette. J'ai payé chaque mois pendant les 7 dernières années. Je viens de faire mon dernier paiement il y a 3 semaines. 65 000 € au total avec les intérêts. Alors, non, papa. Je ne vais pas vous donner 35 000 €. Il va mourir sans aide, a dit papa, et sa voix s'est brisée. Et voilà le truc, il n'avait probablement pas tort. Dylan mourrait probablement sans aide. Le taux de succès des traitements diminue à chaque tentative infructueuse. Au tour 7 ou 8 ou où qu'il en soit maintenant, les chances étaient minces. Alors il meurt, ai-je dit. Et je le pensais. Je ne suis pas froid. Je suis réaliste. Vous l'avez aidé pendant 15 ans. Vous vous êtes ruiné en essayant de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et à chaque fois, il rechutait un mois après cette 5e cure, celle que vous avez payée avec mon avenir, il consommait à nouveau. Un mois. Cette fois, c'est différent. Ce n'est jamais différent, papa. C'est le même cycle. Traitement, sobriété, rechute, répétition. Et vous continuez à alimenter le cycle parce que vous ne pouvez pas accepter que peut-être certaines personnes sont simplement brisées d'une manière qui ne peut être réparée. Mais je ne vous donnerai pas mon argent. Je ne vous donnerai pas mes économies. Je n'hypothéquerai pas mon avenir pour son passé. Je l'ai déjà fait pendant des années en vivant dans cette maison à vous regarder tout lui donner alors que l'on s'attendait juste à ce que je me débrouille seule. Eh bien, je me suis débrouillée seule et maintenant je gère ma propre vie et cela n'inclut pas le financement de la prochaine expérience de porte tournante de Dylan. J'ai raccroché. Il a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, maman a appelé. J'ai laissé la messagerie vocale. Elle a laissé un message, en pleurant,
bien sûr. S'il vous plaît, rappelez-nous. C'est différent. C'est une question de vie ou de mort. Votre frère a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. S'il vous plaît. Je l'ai supprimé. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone n'a pas arrêté. Des SMS de papa, des messages vocaux de maman. Même Dylan a appelé une fois. C'était fort. Il a laissé un message décousu disant qu'il était désolé d'être un raté et qu'il avait juste besoin d'une chance de plus et qu'il me rembourserait d'une manière ou d'une autre. J'ai bloqué tous leurs numéros. Puis ils sont devenus malins, ont commencé à appeler depuis les téléphones d'autres personnes. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans a soudainement appelé pour me demander comment j'allais. Puis, décontractée, elle a mentionné qu'elle avait entendu dire que Dylan avait des difficultés et que c'était triste comme la famille avait parfois besoin de soutien. Je lui ai dit sans détour, « Mes parents vous ont demandé de m'appeler ?» Elle a hésité. Ils ont mentionné que tu pourrais peut-être aider. Je n'aide pas. Ils ont dépensé l'argent de mes études pour la cure de Dylan. 47 000 € que mes grands-parents avaient économisés pour moi. Disparu. J'ai obtenu mon diplôme avec 60 000 € de dette à cause de leur choix. Je viens de tout rembourser. Alors, non, je ne vais pas leur donner 35 000 € pour la 8e ou la 9e manche ou quel que soit le numéro où nous en sommes. Merci d'avoir appelé, cependant. J'ai raccroché. Je l'ai bloqué aussi. D'autres membres de la famille ont appelé au cours des jours suivants. Mon oncle Rick, celui que j'aimais bien, a appelé pour dire qu'il avait entendu ce qui s'était passé et qu'il pensait que je devrais savoir que les gens parlaient. Apparemment, maman et papa s'étaient mis en mode victime auprès de la famille élargie, me dépeignant comme ce fils sans cœur qui refusait d'aider à sauver son frère mourant. Qu'est-ce qu'ils disent exactement, ai-je demandé à Rick. Que Dylan est en crise. Qu'il existe un programme de traitement qui pourrait lui sauver la vie. Que tu as l'argent mais que tu ne veux pas l'aider. Ta mère dit à tout le monde que tu gagnes 6 chiffres. C'est vrai, d'ailleurs? Est-ce important? Pas vraiment. Mais ils font croire que tu roules sur l'or et que tu es juste méchant. Je ne roule pas sur l'or. Je gagne un bon salaire. J'ai une maison parce que Sarah et moi avons économisé pendant des années. Je viens de rembourser mes prêts étudiants. Des prêts qui existent parce qu'ils ont dépensé mon fonds d'études pour Dylan. Mais rien de tout cela n'a d'importance parce que ce n'est pas leur argent. C'est le mien. Je l'ai gagné et je ne le leur donnerai pas. Je ne dis pas que tu devrais, a dit Rick. Je te préviens juste que ça va devenir compliqué. Il avait raison. 2 jours plus tard, ma tante Jennifer a appelé, puis mon cousin Tommy. Puis une autre tante dont je me souvenais à peine le nom. Toutes avec des variantes du même script. Nous sommes inquiets pour Dylan. Nous entendons dire que tu vas bien. La famille s'entraide. Qu'est-ce que 35 000 € pour toi? C'est sa vie. J'en avais marre de m'expliquer individuellement. Alors, j'ai fait quelque chose à laquelle je pensais depuis des jours. J'ai écrit un email, un long email détaillé et organisé chronologiquement. J'ai commencé par la création du fonds d'études par mes grands-parents. J'ai énuméré chaque cure de désintoxication avec les dates, chaque rechute avec les chronologies, chaque euro que mes parents avaient dépensé, ou du moins ce que je pouvais vérifier par des conversations au fil des ans. 47 000 € pour mon fonds d'études, 20 000 de plus pour la cure 3, 15 000 pour la cure 4. Ligne de crédit immobilière pour la cure 6. J'ai joint mon historique de paiement de prêt étudiant, 7 ans de paiement mensuel de 540 €, j'ai joint ma confirmation de remboursement final d'il y a 3 semaines. J'ai écrit une explication détaillée de la façon dont j'avais travaillé à temps plein pendant le collège communautaire, transféré avec une dette massive, et passé toute ma vingtaine à payer pour une éducation qui aurait dû être en grande partie couverte par de l'argent spécifiquement économisé pour moi. J'ai ajouté des captures d'écran aussi. Des relevés bancaires montrant mes paiements de prêt. D'anciens emails du bureau d'aide financière. J'ai même trouvé une photo de cette lettre d'acceptation d'il y a 12 ans. J'en avais pris une photo avant que tout ne tourne mal, quand je pensais que c'était le début de quelque chose de bien. J'ai inclus une chronologie. À 16 ans, première cure de Dylan, 12 000 €. À 17 ans, deuxième cure de Dylan, 15 000 €.
À 18 ans, troisième cure de Dylan utilisant mon fonds d'études, 47 000 euros. De 18 à 20 ans, moi travaillant la nuit dans un entrepôt tout en fréquentant le collège communautaire. À 19 ans, quatrième cure de Dylan, 18 000 euros d'une ligne de crédit immobilière. De 20 à 22 ans, moi à l'université d'État, 60 000 euros de prêts étudiants. À 23 ans, cinquième cure de Dylan, 22 000 euros, parents réhypothèquent la maison. De 23 à 30 ans, moi effectuant des paiements de près de 540 euros par mois. À 28 ans, sixième cure de Dylan, 15 000 euros. Maman retire sa retraite. À 30 ans, septième cure de Dylan, 35 000 euros demandés, refusés. J'ai terminé par ceci, on me dit que la famille s'entraide. Je suis d'accord. C'est pourquoi je ne comprends pas où était ma famille quand j'avais 18 ans et que j'ai appris que mon avenir avait été vendu pour la 5e tentative ratée de sobriété de mon frère. On me dit que 35 000 euros, ce n'est rien comparé à une vie. Je suis d'accord. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi mes parents n'ont pas jugé que mon éducation et mon avenir valaient la peine d'être protégés. Dylan a suivi un traitement cette fois. Il a rechuté après chacun d'entre eux. Je ne dis pas cela pour être cruel. Je dis cela parce qu'à un moment donné, il faut accepter que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, surtout quand elles ne veulent pas être sauvées. Mes parents ont dépensé plus de 100 000 euros pour essayer. Ils se sont ruinés, ont détruit leur retraite, ont réhypothéqué leur maison, et nous voici de nouveau avec la même demande. Je ne leur donnerai pas 35 000 euros. Non par vengeance, non par colère, mais parce que j'ai appris il y a longtemps qu'on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas se sauver. Et je refuse de me mettre en feu pour réchauffer quelqu'un d'autre, surtout quand ils utiliseront simplement cette chaleur pour rechuter dans 6 mois. Si l'un de vous souhaite contribuer au traitement de Dylan, j'ai fait le calcul. 35 000 euros divisé par notre famille élargie d'environ 15 adultes, cela fait environ 2 300 euros chacun. J'attendrai ici pendant que vous envoyez tous vos chèques. Je l'ai envoyé à tout le monde, chaque tante, oncle, cousin qui avait appelé. J'ai mis mes parents en copie cachée, j'ai cliqué sur envoyer et j'ai fermé mon ordinateur portable. La réponse a été immédiate. Mon téléphone a explosé de SMS. Certaines personnes en colère, certaines compatissantes, la plupart silencieuses. Ma tante Jennifer, comment oses-tu étaler nos affaires de famille comme ça? Mon cousin Tommy, c'est entre toi et tes parents. Ma tante Lisa, ton frère est mourant et tu es mesquin. Mon oncle Rick, eh bien, merde. Mais pas une seule personne, pas une seule, n'a proposé de contribuer financièrement. Choc. Ma mère a envoyé un SMS, tu as brisé le cœur de ton père. J'ai répondu, il a brisé le mien il y a 12 ans. Je n'ai juste pas envoyé de mail de masse à ce sujet. Je l'ai bloqué. L'oncle Rick a appelé le lendemain. Cet email était dur. Était-il inexact? Non. Alors il n'était pas dur. Il était honnête. Ces gens m'ont appelé pour me dire que je devais aider à sauver mon frère. Pas un seul n'a proposé de contribuer. Ils voulaient juste que je sois la solution. Eh bien, je ne le suis pas. J'en ai assez d'être la solution à des problèmes que je n'ai pas créés. Tes parents sont assez contrariés. Mes parents sont contrariés depuis 30 ans. Ils survivront. Au cours du mois suivant, les appels se sont estompés. Mes parents ont arrêté d'essayer. La famille élargie est restée silencieuse. Je suis retournée à ma vie normale, au travail, à la maison, à Sarah, à la planification de vacances que nous avions reportée. Puis, 9 mois plus tard, j'ai reçu un appel de l'oncle Rick. Dylan avait fait une overdose. Retrouvé dans son appartement par son propriétaire après que les voisins se soient plaints de l'odeur. Il était mort depuis probablement 3 jours avant que quiconque ne le remarque. Je suis désolé, a dit Rick. Oui. Les funérailles sont samedi. Tes parents veulent savoir si tu viendras. Non, ils veulent vraiment que tu sois là. Ils sont dévastés. Je suis sûre qu'ils le sont. Mais je ne peux pas pleurer une relation qui a pris fin il y a 12 ans. J'ai fait mon deuil de cette famille quand j'avais 18 ans, debout dans ma cuisine, tenant une lettre d'acceptation pendant que ma mère me disait que mon frère avait plus besoin de mon avenir que moi.
C'est juste la conclusion que tout le monde voyait venir. C'est nul, mais c'était inévitable. C'est vraiment froid, mec. Laisse-le? Ou est-ce simplement réaliste? Dylan avait 33 ans. Il consommait depuis l'âge de 16 ans. Il avait suivi 8 programmes de traitement. Il avait déjà fait des overdoses, 2 fois à ma connaissance. Ça allait toujours finir comme ça. Et je ne vais pas rester dans un salon funéraire et faire semblant d'être surpris ou navré alors que tout le monde a vu ça venir depuis plus d'une décennie. C'était ton frère. C'était au passé. Et c'est triste. Mais je ne peux pas réparer les morts plus que je ne pouvais réparer les toxicomanes. Mes parents ont essayé. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient pour essayer. Ça n'a pas marché. Ma présence à ces funérailles ne changera rien, sauf à mettre tout le monde mal à l'aise. Je n'y suis pas allée. Sarah m'a demandé si j'étais sûre. Je l'étais. Elle a proposé de m'accompagner pour me soutenir si je changeais d'avis. J'ai apprécié, mais non. Le jour des funérailles, nous sommes allés faire de la randonnée à la place. Nous avons passé l'après-midi dans les bois, téléphones éteints, juste à marcher. C'était bien. Dylan aurait détesté la randonnée. Il se serait plaint tout le temps des insectes, de la boue et de l'absence de réseau. Mais j'aimais ça. Je trouvais ça paisible. Je suis rentrée à la maison avec 17 appels manqués. Des messages vocaux des 2 parents, de divers membres de la famille, tous disant la même chose. Comment osais-je ne pas me présenter? Quel manque de cœur. Quelle cruauté. Comme je le regretterais. Un message vocal de mon père, ta mère est dévastée. Ton frère est mort et tu n'as même pas pu te montrer pendant 2 heures. Quel genre de personne fait ça? Un de ma mère, je ne te pardonnerai jamais ça. Jamais. Un de ma tante Jennifer, tu es mort pour cette famille. Je les ai tous supprimés. J'ai bloqué quelques autres numéros. Je suis passée à autre chose. Le fait est qu'ils voulaient que je sois à ces funérailles pour eux, pas pour Dylan. Dylan n'en avait plus rien à faire, mais il voulait l'image d'une famille unie. Il voulait montrer à tout le monde que malgré tout, nous nous réunissions dans la tragédie. Il voulait que je joue le rôle du frère en deuil afin qu'il puisse jouer le rôle des parents en deuil avec les 2 fils présents. J'ai refusé d'être un accessoire dans leur performance. Sarah m'a demandé une dernière fois si j'allais bien. Je l'étais sincèrement. J'avais fait mon deuil il y a des années. C'était juste la fin administrative de quelque chose qui était mort il y a longtemps. Les semaines ont passé, puis les mois. Les appels ont complètement cessé. Apparemment, le commentaire de tante Jennifer, mort pour cette famille, était le consensus. Tant mieux pour moi. J'avais de toute façon été fonctionnellement mort pour eux toute ma vie. Cela ne faisait qu'officialiser la chose. La vie a continué. J'ai eu une promotion au travail. Sarah et moi avons commencé à parler d'enfants. Des choses normales de la vie future que les gens normaux font quand ils ne gèrent pas constamment la crise de quelqu'un d'autre. Environ 6 mois après la mort de Dylan, j'ai reçu un message de mon père. C'était court. Tu avais raison sur tout. Nous t'avons échoué. Nous avons échoué Dylan. Nous avons échoué en tant que parents. Ta mère ne l'admettra pas, mais je ne peux pas continuer à me mentir. Nous avons dépensé ton avenir en essayant de sauver ton frère. Et nous vous avons perdu tous les 2 de toute façon. Je suis désolée. Je sais que cela ne signifie rien maintenant, mais j'avais besoin de le dire. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne sais même pas si je nous pardonne, mais tu méritais mieux. Tu méritais des parents qui protégeaient ton avenir aussi farouchement que nous avons essayé de sauver la vie de ton frère. Nous ne savions juste pas comment faire les 2 et nous avons mal choisi. Je suis désolée. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni colère, ni tristesse, juste rien. Je l'ai montré à Sarah. Qu'est-ce que tu en penses? Elle l'a lu. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Alors ça n'a pas d'importance. Elle avait raison. Ça n'avait pas d'importance. Des excuses 12 ans trop tard n'effacent pas 12 ans de dégâts. Elle ne rembourse pas les intérêts des prêts étudiants.
Elles ne me rendent pas mes 20 ans passés à travailler au lieu de vivre. Elles ne ressuscitent pas une relation qui est morte quand j'avais 18 ans. Je n'ai pas répondu. Que dirais-je même? Merci pour les excuses. Désolé qu'elle soit arrivée avec un bilan macabre. Il n'y avait rien à dire. La conversation était terminée il y a des années. Ce n'était que l'épilogue que personne n'avait demandé. Voici ce que personne ne vous dit quand vous êtes le bon enfant sacrifié pour l'enfant à problème, vous ne devez rien à personne. Pas à vos parents qui ont fait de mauvais choix. Pas à vos frères et sœurs qui n'ont pas réussi à se reprendre en main. Pas à la famille élargie qui a soudainement des opinions quand elle sent l'argent. Vous ne leur devez pas vos économies. Vous ne leur devez pas votre avenir. Vous ne leur devez pas votre présence à des cérémonies de deuil performatives. Vous ne leur devez surtout pas le travail émotionnel de faire semblant que vous êtes d'une grande famille heureuse alors qu'ils vous ont traité comme un plan de secours toute votre vie. Les gens parlent de la famille comme si c'était un lien sacré qui supplante tout le reste. Comme si le sang signifiait automatiquement loyauté, soutien, amour inconditionnel. Mais c'est absurde. Le sang signifie juste que vous partagez l'ADN. La famille, c'est ce que vous construisez avec des gens qui sont réellement là pour vous. Mes parents ont été là pour Dylan à chaque fois, à travers cette cure de désintoxication, d'innombrables rechutes, des années de chaos. Ils ont été là avec de l'argent, du temps, un soutien émotionnel, des deuxièmes chances, des troisièmes chances, des 15e chances. Ils n'ont pas été là pour moi. Pas quand j'avais besoin d'aide pour les candidatures universitaires. Pas quand je travaillais la nuit et que je survivais à peine. Pas quand j'ai obtenu mon diplôme. Pas quand je me suis mariée. Ils étaient parfois physiquement présents, mais ils n'étaient pas là. Ils faisaient juste les gestes tandis que leur attention réelle restait sur Dylan. C'est leur choix. Ils ont choisi comment allouer leurs ressources, et je choisis les miennes. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, cliquez sur ce bouton Hype. Il dit à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.